bonjour. Nous exposons assez brièvement le corrigé du premier cas clinique des EVC de médecine générale 2024 à épreuve pratique. Donc, si vous avez passé ce concours ou vous préparez à passer les prochaines sessions, en 2024, le premier cas clinique a été un cas clinique d'urologie où on te présentait une personne âgée de 82 ans qui se présentait aux urgences venant de son domicile le matin du jour de son hospitalisation. Il avait fait une chute dans un contexte d'hyperthermie. Le sujet dit qu'il n'a pas d'antécédent particulier notable, excepté une hypercholestérolémie sous pravastatine. Il n'a pas d'autre traitement, notamment ces 6 derniers mois. L'examen aux urgences montrait une hyperthermie, une saturation en O2 correcte, une fréquence respiratoire quasi normale à 18 cycles par minute, une tension à 110 à 70 millimètres de mercure, et une fréquence cardiaque révélant une tachycardie à 100 battements par minute. Hmm. Les premiers éléments d'examen, bandelette urinaire, montre des croix de leucocytes, des nitrites et du sang, bilan biologique. Voilà, je présente le sujet. Bilan biologique, leuco à 20 000 gigas par litre, CRP 232, créate à 150 millimoles, entre autres. Voilà. Donc, on a ce patient et on va nous demander de répondre à cette question. Donc, profil du patient, c'est une personne âgée de sexe masculin. Le motif officiel, c'est une chute fébrile. L'interrogatoire va montrer une symptomatologie urinaire et à l'examen, on a une hyperthermie, une altération brutale de l'état général avec un état hémodynamique globalement stable à part la tachycardie. Première question, quel diagnostic évoquez-vous et citez les arguments cliniques et biologiques en faveur. Donc, on a assez d'éléments pour évoquer le diagnostic d'infection urinaire masculine. OK? Et toute infection urinaire masculine est une pyélonéphrite jusqu'à preuve de contraire. En première intention, on n'évoque pas une pyélonéphrite aiguë, sauf circonstances ou symptomatologie particulière. Ici, on a un faisceau d'arguments cliniques et biologiques qui orientent vers ce diagnostic. On a une hyperthermie, un tableau urinaire quasi complet avec des brûlures mictionnelles, une dysurine pollakiurie sur un terrain fragile, même s'il n'y a pas beaucoup de comorbidité. C'est un patient âgé de 82 ans, c'est un sexe masculin, donc c'est une infection urinaire masculine potentiellement compliquée. Voilà. Le risque de complication est extrêmement élevé. Donc, il faut avant tout, chez cet homme, évoquer le diagnostic, je le répète, de prostatite aiguë pouvant rapidement euh, se compliquer de pyélonéphrite sur un obstacle, prostatite, voilà, particulièrement. Donc, c'est extrêmement important. Question 1, le diagnostic est évoqué avec les arguments cliniques et biologiques en faveur. De toutes les façons, aux EVC ou externes, quand on te pose la question quel est ton diagnostic, il faut justifier.
toujours justifiés. Les arguments biologiques, on a présenté les éléments cliniques, les éléments biologiques en faveur, c'est le syndrome infectieux biologique qui est assez significatif, qui fait d'emblée penser soit à un abcès de prostate ou une complication obstructive sur cette prostatite type euh, pyélonéphrite aiguë sur obstacle prostatique de type compliquant l'infection. Donc syndrome infectieux, il y a une atteinte fonctionnelle de l'arbre urinaire qui fait dire qu'il s'agit d'une infection urinaire compliquée. Pourquoi terrain plus atteinte fonctionnelle de l'arbre urinaire? Donc ce n'est pas une infection qu'on traite au domicile. OK? Et on s'est focalisé sur l'arbre urinaire, d'autant plus que la radiographie du thorax est normale. Le message, les messages clés, c'est que chez l'homme, il ne faut pas commencer par parler de cystite, sauf contexte particulier, et savoir que l'infection urinaire masculine est potentiellement grave ou compliquée. La physiologie et la physiopathologie des infections urinaires masculines veut qu'en termes de fréquence, on a avant tout des prostatites aiguës. Argument de fréquence et moyen de dissémination qui est un moyen par voie ascendante. Voilà. Différencié avec la pyélonéphrite qu'on peut avoir par dissémination hématogène, par exemple, dans le cas d'une endocardite. Et l'insuffisance rénale modérée et soit-il euh, renforce la notion de complication. Voilà. Même si on n'a pas euh, d'éléments de gravité clinique ici, on a une atteinte fonctionnelle de l'arbre urinaire, donc probablement euh, une insuffisance rénale aiguë pouvant être mixte sur une déshydratation parce que le patient est déshydraté, mais on peut avoir aussi une atteinte organique associée. Voilà. Donc, le sepsis lui-même, ou l'infection plutôt, va provoquer une atteinte de l'arbre euh, urinaire. Donc, les mots-clés, prostatite aiguë, infection urinaire fébrile euh, masculine, positivité de la bandelette urinaire, syndrome inflammatoire. Deuxième question, quels sont les facteurs favorisant la chute? Donc, c'est un sujet de médecine, mais avec un clin d'œil à la gériatrie. Quand vous êtes en médecine générale, vous devez connaître certains sujets de gériatrie, dont la chute, dont le syndrome confusionnel et le syndrome d'immobilisation. Voilà. Donc, on se demande les facteurs favorisant de la chute. Ici, c'est clair, le patient est infecté plutôt, un syndrome infectieux clinique qui est là, qui peut favoriser brutalement la chute du fait d'une asthénie, possibilité d'une malaise sur une tachycardie, une hyperthermie. Deuxième élément, la déshydratation qui est à prédominance intracellulaire. Troisième élément, l'instabilité hémodynamique, pas tensionnelle, mais la tachycardie, pouvant favoriser un malaise en orthostatisme. Et autre élément, les signes urinaires fonctionnels urinaires. Voilà. Les urgentistes parlent d'urgenturie. Et ces événements-là arrivent sur un terrain fragilisé.
l'âge supérieur à 80 ans. Et il faut savoir, c'est le point pédagogique de ce slide, qu'en gériatrie, la chute est presque toujours multifactorielle. On voit toujours dans des courriers, même médicaux, chute chez sujet de 85 ans mécanique. Mais non, mais non, mais non. Cherchez un facteur précipitant autre que la cause mécanique. Question 3. Quel examen complémentaire demandez-vous? Justifiez votre réponse. Et tout de suite, le jury te dit que l'examen d'imagerie est normal. Ça veut dire, tu as capté, on a fait une imagerie. D'accord? On va en parler. Et on a déjà fait une première partie du bilan biologique. On a fait une numération, on a fait une CRP, on a dosé la créatinine, ionogramme sanguin, le bilan hépatique. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque les CBU, puisqu'on a fait, on a prélevé de l'urine, on a déjà fait une bandelette urinaire qui est positive. Et quand tu vas au concours, tu dois connaître les critères de positivité de ta bandelette urinaire. Donc, elle est positive au leuco, au nitrite, il y a même du sang, il y a une hématurie je dirais même, il y a des traces de sang, donc elle est potentiellement, probablement macroscopique. Il faut faire un ECBU et tu connais les conditions de positivité de l'ECBU quant à la numération leucocytaire et la numération du germe. C'est à connaître, c'est essentiel. Deuxième examen, il faut faire de l'hémoculture, personne âgée, fragile, fébrile, prélève les hémocs avant de traiter. Prélèvement avant toute antibiothérapie. Pourquoi? C'est pour rechercher le germe. Le premier germe dans les infections urinaires de l'adulte en France, c'est Madame Escherichia coli Bacille Gram neg. OK? Possibilité d'avoir d'autres germes, d'où l'intérêt de les CBU. C'est pour croiser les deux examens, et CBU et hémoculture. Donc, voilà les examens que tu fais. J'ai dit que le bilan urinaire, non, le bilan rénal est donné, l'ionogramme est donné. Donc, on les fera plus pour contrôler, pour le suivi. Le sujet te le dit plus loin. Et en imagerie, l'examen de première intention à faire, c'est l'échographie de la prostate et des voies urinaires. Si tu écris uroscanner, on te coupe la tête. Scanner, on te coupe la tête. Il faut considérer le contexte. Ce monsieur, il est infecté. Il a une créate à 150 micromoles par litre, soit 30 milligrammes par litre. Tu ne sais pas ce qui se passe s'il y a une obstruction sous-jacente. On n'injecte pas ce patient, sinon tu perds les points pour cette question. Qu'est-ce que tu recherches quand tu fais une échographie de prostate et des voies urinaires? On recherche un abcès de prostate. On recherche une dilatation des cavités piélo-calicielles euh, essentiellement, et puis un obstacle autre, une tumeur, une lithiase. Donc, sujet d'urologie, l'imagerie phare dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'échographie. Et en exploration biologique, les CBU et les hémocultures sont incontournables. L'obsession pour le clinicien, c'est d'éliminer une obstruction, une pyélonéphrite obstructive compliquant la prostatite. Question 4. On te demande, en probabiliste, de citer deux classes d'antibiotiques à donner en première intention chez ce patient. Si tu as l'habitude de t'entraîner, de lire les recommandations françaises, tu sais qu'il n'y a que deux familles, que deux classes. Soit tu attaques avec une céphalosporine de troisième génération IV,
soit tu attrapes avec une fluoroquinolone IV initialement. Attention, ne te fais pas couper la tête en mettant euh, amoxicilline, en mettant une quinolone péros. Attention, attention, céphalosporine troisième génération ou fluoroquinolone. L'antibiothérapie est, doit être de bonne diffusion au niveau de l'arbre urinaire, bactéricide, ciblant les bacilles grammes négatives, proposées après prélèvement des hémocultures, réévalué à 48 heures après réception de les CBU ou des hémocultures. Idéalement, antibiothérapie par voie intraveineuse pour avoir une concentration maximale du produit en peu de temps et pour être efficace. Donc voilà pour la quatrième question. Attention, on te demande aussi les autres modalités de la prise en charge thérapeutique du patient dans les 48 heures. J'ai mis l'antibiotique, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge. C'est ce patient. Il est déshydraté en intracelle. Qu'est-ce que je fais? Je réhydrate avec du sérum glucosé 5%. D'accord? Correction progressive. On ne s'acharne pas, il faut corriger progressivement. Je lui donne un traitement symptomatique, il fait de la température, paracétamol IV, initialement après prélèvement bactériologique. Prévention thromboembolique systématique parce qu'il y a un contexte infectieux, il a chuté, on ne sait pas combien d'heures. Il est resté au sol, il est plus ou moins immobilisé. Il faut impérativement une prévention thromboembolique par héparine standard du fait d'une insuffisance rénale aiguë. Surveillance clinique, surveillance biologique et prise en charge gériatrique globale du sujet âgé. Nutrition, nursing, levée précoce pour éviter les complications d'immobilisation et quand il sera bien, kinésithérapie. On va changer quasiment de sujet. L'évolution à 24 heures d'hospitalisation est marquée par une jambe édémaciée et douloureuse sans symptômes associés. Bizarre. Alors qu'au même moment, le bilan de contrôle biologique s'améliore avec une nette diminution du taux de la créatinine et normalisation de celle-ci. La CRP, initialement à 232, chute de plus de la moitié, contrôlée à 100 mg par l'heure. Milligrammes par litre plutôt. Donc, on a une personne qui s'améliore sur le plan infectieux, mais qui malheureusement va présenter un problème euh, vasculaire. Très probablement, il a une jambe édémaciée unilatérale. On te demande quel diagnostic évoquez-vous en priorité, quel examen demandez-vous, un seul examen, et on te dit cet examen est réalisé et confirme votre diagnostic. Donc, diagnostic, c'est une maladie thromboembolique veineuse, type thrombose veineuse profonde du membre inférieur. Première hypothèse diagnostique. D'accord? La température chute, la jambe n'est pas rouge, elle est simplement édémaciée et douloureuse. C'est une thrombose veineuse profonde. Donc, on écrit, nous, maladie thromboembolique veineuse. Voilà, l'examen, l'infirmière, l'aide-soignante sait qu'on demande une échographie Doppler veineuse des membres inférieurs.
C'est toujours un examen bilatéral, même si nous on est écrit du membre inférieur, mais l'examen est toujours bilatéral pour explorer les veines profondes et superficielles à la recherche de thrombus, d'une incompressibilité de la veine, d'une diminution ou d'un arrêt du flux Doppler. Confirmation diagnostique. Attention, on n'est pas dans les dédimères. Il ne faut pas les demander, il n'y a pas lieu. Un seul examen, c'est l'écho Doppler. Le contexte est clair, le patient présente des facteurs de risque de thrombose veineuse profonde de membres, parce qu'il est âgé, il est infecté, il est alité, il est immobilisé, il y a une atteinte unilatérale, il y a une tachycardie initiale. Voilà, il y a un membre qui est douloureux et de massier. Il faut y penser. 6. Quel traitement mettez-vous en place immédiatement? Attention, attention. La question est, quel traitement mettez-vous en place immédiatement? Je mets le traitement, j'ai suspecté, je mets le traitement en attendant les résultats du Doppler. C'est ça un peu le sens de la pratique hospitalière. Donc, dans ce cas, normalisation de la fonction rénale, si je suis mon raisonnement, je suspecte une thrombose veineuse profonde. Tout se normalise. Je n'ai pas encore les résultats du Doppler. euh, En première intention, on peut mettre une HBPM. Évidemment, ça se discute, hein. Si tu mets de l'AOD, tu n'as pas tort. D'accord? Donc, soit HBPM ou AOD. Je commencerai par de l'HBPM. Celui qui met AOD, donc anti, anticoagulant oral direct, il n'a pas tort. Le chef de file des HBPM, c'est les néoxaparines, prescrit à 1 mg kilo, 12 heures voie sous-cutanée. D'accord? Tu l'adaptes à la fonction rénale, mais ici, la fonction rénale, c'est normalisé. S'il y avait une insuffisance rénale aiguë persistante, on aurait mis une HNF. Donc, voilà ce qu'il faut faire. On te demande quelles mesures non médicamenteuses mettez-vous en place? On est dans la thrombose veineuse profonde. Mesures médicamenteuses, ne cherchez pas midi à 14 heures, une contention élastique. Il faut bien écrire bas de contention force 3, pas force 2. Évidemment, on vérifie qu'il n'y a pas une ischémie artérielle. L'échographie nous l'a dit. Levée précoce, mobilisation précoce est assez important pour éviter l'alitement strict prolongé. Je surélève les membres et je surveille. D'accord? Surveillance clinique, extension de la thrombose veineuse euh, profonde et signe d'embolie pulmonaire. Est-ce qu'il y a une dyspnée secondaire? Si tu vois une dyspnée secondaire, suspecte une embolie pulmonaire. Si tu vois une douleur thoracique secondaire, suspecte avant tout pas un infarctus du myocarde, mais une embolie pulmonaire, d'autant plus que la douleur est latéralisée. Pareil pour l'hémoptysie. Surveillance biologique, c'est pour le traitement. Donc, on pouvait mettre aussi de l'AOD, mais idéalement, on attend la confirmation pour faire un relais AOD type apixaban. On revient en urologie, on te dit, tu as mis sur ton traitement, mais un prélèvement revient positif à Escherichia coli multisensible. Tu as fait les CBU, positif. Tu as fait les MOC, reviennent positif. Positive plutôt. Le patient est à pyrétique depuis 48 heures. C'est très bien. Les symptômes ont régressé. Le bilan biologique est normalisé à J5
C'est parfait. Il demande à rentrer chez lui. Oui, monsieur, vous allez sortir. L'hôpital n'est pas une prison. Et toi, candidat, question 7. Quel traitement antibiotique oral prescrivez-vous en relais? Quel traitement antibiotique prescrivez-vous en relais? Citez deux options, nom de molécule et durée du traitement. Évidemment, tu prépares assez bien le concours. Tu connais tes cours, tu t'es exercé, tu sais que sur la prostate, pour Escherichia coli, c'est avant tout fluoroquinolone. Le jury t'a bien dit en début de sujet qu'il n'a pas reçu de traitement les 6 derniers mois. Donc, il est vierge de fluoroquinolone, le patient. On peut lui donner des fluoroquinolones en le surveillant en ville. OK, l'alternative, c'est lui proposer du Bactrim, association sulfamectasole triméthoprim. C'est tout. Durée totale 14 jours. OK? Il faut savoir qu'en relais, tu n'as pas le droit d'utiliser de l'augmentin parce qu'il ne diffuse pas au niveau de la prostate. C'est à savoir. Donc, voilà le sujet de 2024. Pour la rédaction, c'était un sujet assez lent parce que il faut bien écrire, bien répondre aux questions du jury. Donc, je te mets ici les points essentiels, les mots-clés à connaître par question: infection urinaire fébrile de l'homme, prostatite aiguë, BU positif pour la question 1, question 2, facteur de risque de chute, on en a parlé. Question 3, c'est le cœur aussi de ce cas clinique, les examens complémentaires, avant tout ECBU, hémoculture et échographie rénale de prostate et des voies urinaires. L'antibiothérapie probabiliste, toujours C3G, C3G, alternative quinolone. Mais il est conseillé en milieu hospitalier de dégainer d'abord la C3G. On sélectionne moins de mi-temps qu'avec les quinolones qui en plus a des effets secondaires bien connus, tels que la tendinopathie, a des effets sur le cœur. OK, la dose est adaptée à la fonction rénale. Question 5, thrombose veineuse profonde. Écrire d'abord toujours maladie thromboembolique veineuse et dégager après le type. Le traitement avant les résultats de l'échographie, mon conseil perso, c'est HBPM quand la fonction rénale est normale. L'alternative, c'est AOD. Pour la ville, tu fais un relais AOD. Donc, ce patient, quand il va sortir, si tu l'avais mis sous HPPM, tu fais un relais AOD. Il est tranquille. OK? Les autres mesures non thérapeutiques pour la thrombose veineuse, c'est le lever précoce, c'est la contention veineuse force 3. Et quand je récupère les résultats micro euh, biologiques ou bactériologiques, hein, j'adapte l'antibiothérapie parce que le patient va sortir. Donc, ou je le mets sous Bactrim, ou je le mets sous quinolone pour une durée totale de 14 jours parce qu'il n'y a pas une complication structurelle particulière. Voilà, 14 jours. Donc, euh, voilà à peu près pour ce qui est de ce cas clinique, à connaître l'infection urinaire masculine, connaître l'imagerie à faire dans la pathologie urologique masculine, les complications possibles, abcès, pyélonéphrite obstructive. Connaître la thrombose veineuse profonde, c'est un sujet récurrent aux EVC et un clin d'œil à la gériatrie. Même si tu ne passes pas en gériatrie, maîtrise la chute et maîtrise aussi la prescription des antibiotiques en France. Voilà, chers confrères, le message que je tenais à te délivrer. Bonne préparation
Bonne réussite aux EVC de la PAE et ciao.